Bonjour et bienvenue dans votre édition régionale de la mi-journée. À suivre dans ce journal, à Gardanne, l'élection du maire Roger Meilly est contestée. Réélu pour la 7e fois avec seulement 69 voix d'avance, son adversaire dénonce des irrégularités et dépose un recours. Un tarmac vert à Marseille-Provence après Paris-Marignane est le deuxième aéroport de France à s'équiper contre les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique. Rebaptiser des rues de Marseille, c'est le souhait d'une association qui milite en souvenir des victimes de l'esclavage. Les salariés de la SNCM toujours à quai au 6e jour de conflit. Les grévistes sont depuis ce matin à Marseille en assemblée générale pour décider de la suite à donner à leur mouvement. À l'issue d'une journée de négociation avec les actionnaires hier, les syndicats consultent les salariés. La compagnie est engagée dans un plan de redressement qui prévoit une augmentation du temps de travail et une réduction d'environ 500 des 2600 postes sans licenciement. Et puis à Briançon, près de 80% de la population était privée d'eau potable ce matin après la rupture d'une canalisation vétuste alimentant le principal réservoir de la ville. Depuis hier soir, 22 h, une cellule de crise a été mise en place et des analyses bactériologiques sont en cours. En attendant les résultats, l'eau du robinet a été déclarée impropre par mesure de précaution. Retour à la normale prévu sous 24 heures selon la préfecture. En politique, à Gardanne, Roger Meilly, maire communiste depuis 37 ans, a conservé son siège d'un cheveu. Réélu pour un 7e mandat avec près de 40% des voix, il ne devance que d'une poignée de voix son adversaire d'hiver gauche et ce dernier conteste la validité du scrutin. Les explications de Jean-Louis Boudard et Léo Santofanti. Meilly. À Gardanne, 69 voix seulement séparent le communiste Roger Meilly du socialiste Jean-Brice Garella au second tour des municipales. Un écart si faible que ce dernier a décidé de déposer un recours auprès du tribunal administratif. Selon lui, la campagne électorale menée par son adversaire a été entachée de nombreuses irrégularités. Nous avons été victimes d'un affichage massif de la part de Roger Meilly, affichage illégal. J'ai dû déposer une plainte en cours de campagne pour mettre fin à ces pratiques, mais qui ont continué et perduré. Ensuite, il y a eu l'utilisation de moyens municipaux à des fins électorales, ce qui est tout à fait interdit, des promesses de logement à des personnes en attente, enfin un tas de faisceaux qui ont permis à mon avis, à 69 voix près, puisque c'est l'écart où nous sommes rendus aujourd'hui, de fausser le scrutin. Des accusations que réfute Roger Meilly, qui entame son 7e mandat. Élu maire de Gardanne pour la première fois en 1977, il affirme n'avoir jamais vécu une campagne électorale de cette nature. Jamais connu ça. Depuis que je suis maire, franchement, c'est le... Quelle grossièreté, quelle bassesse. Comment vous expliquez un tel climat? Je sais pas. Je sais pas l'expliquer. Jamais j'avais vu ça. Tout le monde, est-ce qu'on peut dire du maire de Gardanne que c'est un voyou? Alors va-t-on revoter à Gardanne? Pour cela, il faut d'abord que le juge électoral valide le recours déposé, puis statue sur le bien fondé de la procédure. Le tribunal dispose ensuite de 3 à 6 mois pour rendre son jugement. La psychiatre marseillaise jugée pour homicide involontaire échappe aux poursuites. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a finalement annulé sa condamnation d'1 an de prison avec sursis. Jugée responsable pour le meurtre commis par l'un de ses patients schizophrènes en 2004, son procès inédit avait ému toute une profession. L'aéroport de Marseille décolle en matière d'écologie. Son tarmac est désormais équipé de trappes permettant de réduire les émissions de CO2 des avions. Un investissement de plusieurs millions d'euros qui s'inscrit dans la droite ligne des recommandations européennes en matière de lutte contre la pollution. Un reportage de Jean-Manuel Bertrand et Alban Poitvin. Un nouveau système plus écologique pour tous les avions en escale. Ici à Marignane, on branche une prise 400 Hz, c'est la norme internationale. Une prise électrique directement raccordée à l'aérogare et qui permet d'alimenter les équipements de bord de l'avion. L'aéroport de Marseille-Provence a déjà installé 20 passerelles de ce type depuis le début de l'année. Objectif, se mettre en conformité avec les directives de lutte contre la pollution atmosphérique. On arrive à faire une économie de l'ordre de 500 tonnes d'émissions carbone par an
ce qui est bien sûr ce qui n'est pas rien. Donc c'était une mesure auquel on tenait. On l'avait prévu et on avait demandé à ce qu'elle soit inscrite dans le plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône. C'est ce qui a été fait et donc l'investissement a été terminé à la fin de l'année 2013. L'énergie électrique était jusqu'alors apportée par les GPU, des groupes électrogènes mobiles, ou sinon par APU, une turbine située dans la queue de l'avion. Mais en termes d'impact sur l'environnement, ces deux systèmes émettent entre 10 et 30 fois plus de CO2 que les nouvelles installations. Résultat, moins de particules fines sur le tarmac, mais aussi des économies substantielles pour les compagnies aériennes. Là, on a un système qui est purement basé sur la production d'électricité et qui va leur permettre d'équilibrer, bien évidemment, certainement, de faire du bénéfice, on va dire, entre guillemets, par rapport aux dépenses qu'ils avaient par le passé. Vous facturez à combien cette électricité? Alors, le toucher avoisine les 20 €. Coût total de l'investissement pour l'aéroport, 3 millions d'euros répartis sur 3 années. Après Roissy et Orly, Marseille est la première plateforme régionale à s'équiper de ce système innovant et réputé écologique. Nous nous envolons pour Veynes dans les Hautes-Alpes à la découverte d'une petite entreprise qui ne manque pas de ressort. Ces produits sont utilisés dans bien des secteurs de l'économie. Le ressort, un objet anodin qui demande en réalité une grande technicité dans sa fabrication. Les explications de Nathalie Demier et Michel Serran. Ici, on fabrique du ressort de pointe. Ce modèle va partir en Guyane. Il a été conçu pour Ariane Espace, un modèle classé confidentiel ou presque. C'est des ressorts qui ne sont pas montés sur la fusée, c'est des ressorts qui ne volent pas. Je pense que c'est des ressorts qui sont pour le pas de tir de la fusée. À Veynes, village des Hautes-Alpes, on fournit à la fois le particulier qui a cassé sa porte de garage et les entreprises de pointe. Pas de stock, tout est sur mesure. Des ressorts pour les genoux, le cœur, des bijoux ou encore une combinaison de plongée. Des ressorts très sophistiqués. On est des fois le bureau d'études des bureaux d'études. Souvent on est consulté pour faire un peu des moutons à 5 pattes. Oui, prototypes, essentiellement des prototypes. On appelle ce métier ressortier. Alain Vito l'a transmis à sa fille et son fils. Vitressort a été créé en 1995. 10 salariés et un chiffre d'affaires multiplié par 3 ces dernières années. La stratégie, éviter les grandes séries. On voulait avoir un créneau très pointu, précis, rapide, dépannage, mise au point et livraison très vite. Entre un local neuf et des machines sophistiquées, ils avaient choisi les machines. Du coup, ils sont beaucoup trop à l'étroit dans des locaux vieillissants. De nouveaux bureaux vont être construits avec des projets. Grâce à la norme ISO 9001, la famille va partir à l'assaut du marché du nucléaire. Une sucette à thé, c'est l'innovation mise au point et récompensée des élèves d'une école avignonnaise spécialisée dans l'industrie alimentaire. Pour ces jeunes lauréats, il ne s'agissait pas seulement de réaliser une innovation culinaire, mais aussi de trouver la bonne recette commerciale. Valérie Smadja, Marie-Agnès Pelleran. Ancienne version, le sachet de thé bouillon qui goûte. Et voici le thé du futur. Plus de sachets, plus d'emballage, mais une sucette à thé qui se dissout dans l'eau. En seulement 30 secondes, vous obtiendrez un thé intense, au parfum généreux et aux ingrédients d'origine 100% naturelle. Ces étudiants d'école de commerce ont trouvé l'idée, le logo, élaboré le packaging, fixé le prix et même conçu la recette. On va faire un concentré de thé donc dans l'eau, on va le faire infuser. Ça va être la base de notre produit en fait, au tout début. Après, on va rajouter un gélifiant naturel, donc végétal. On va le rajouter à chaud et on va pouvoir verser dans les moules. Et on met au frigo pendant 1 heure à peu près, le temps que le gel prenne bien. Et après, on peut démouler et le conditionner à un sachet individuel. Études de marché, business plan, sondage auprès des consommateurs, rien n'est laissé au hasard. Le consommateur est très friand de rondeur, de belles formes arrondies, justement, ça le rassure. Dans son esprit, c'est le consommateur, dans l'esprit plaisir, adore ces formes-là. Donc on a énormément travaillé aussi sur la forme, bien sûr, à concevoir. Et donc de celle-ci est ressorti que c'était la plus plaisante pour le consommateur.
C'est ce produit qui a gagné le prix de l'innovation 2014 devant un jury de professionnels. Il pourrait bien être un jour commercialisé. Il y a eu des produits qui ont été commercialisés, mais ce n'est pas l'objectif en fait. Quand on se donne sur cette démarche, ça reste avant tout une démarche pédagogique. Ceci dit, au jour d'aujourd'hui, on a un produit qui est en train d'être développé par une entreprise, notamment ce sont les lauréats de l'année dernière, le groupe Créafruits. Et donc l'entreprise est en train de développer en réel ce produit pour le commercialiser très prochainement. Concernant Twisté, le brevet a été déposé. L'équipe recherche des professionnels intéressés. Des rues de Marseille qui changeraient de nom, c'est en tout cas ce que réclame depuis 2006 la fondation du Mémorial de la traite des Noirs, afin que disparaissent des plaques, certains patronymes, notamment ceux de marchands d'esclaves et autres négriers du XVIIIe siècle, que le commerce florissant avait érigé en notable. Jean-Louis Boudard, Alban Poitvin. C'est une petite rue du quartier Saint-Just à Marseille, une ruelle dont le nom est aujourd'hui tombé dans l'oubli. Georges Roux, dit de Corse, était pourtant au XVIIIe siècle le principal armateur marseillais. Ses navires, comme le duc de Praslin, se sont livrés à la traite des esclaves noirs sur les côtes de Guinée. Une main-d'œuvre bon marché destinée aux propriétaires antillais de plantations de café ou de canne à sucre. Depuis 2006, Carfa Diallo, juriste de son État, se bat pour qu'à Bordeaux, à Nantes ou à Marseille, les noms de rues honorant des négriers soient rebaptisés. Il est évident que les Marseillais du XVIIIe siècle n'avaient pas conscience de commettre un crime contre l'humanité. Mais il me semble qu'aujourd'hui, un respect de la mémoire des millions de personnes qui ont été victimes de ces crimes contre l'humanité, mais aussi un respect de la mémoire des descendants de ces esclaves, mais aussi de la mémoire de la France, et un respect de la loi, puisque la loi française dit que la traite des Noirs et l'esclavage est un crime contre l'humanité. Pour nous, il nous semble évident qu'effectivement, il faut rebaptiser ces rues de négriers, leur donner des noms d'abolitionnistes, par exemple. Il y en a à Marseille qui étaient des abolitionnistes, mais qui n'ont pas de rue. Et par contre, on a des armateurs négriers qui sont honorés, qui continuent d'être honorés à Marseille. La Fondation estime qu'au XVIIIe siècle, plus d'une centaine de navires marseillais ont participé à ce trafic d'êtres humains entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles. Un commerce triangulaire qui s'est arrêté en 1793, lorsque la Révolution française a aboli l'esclavage. Un mot de ski avec ce nouveau record de vitesse battu hier à Vars. L'Italien Simone Origone a battu son propre record du monde en atteignant plus de 252 km/h, soit presque 1 km/h de mieux. La piste de Chabrières, avec une pente maximum de 98%, est l'une des deux seules au monde à être homologuée pour ce type de record. Une nouvelle exposition temporaire a débuté ce week-end au musée Regard de Provence à Marseille. Elle est dédiée cette fois au travail d'artistes ayant fait leur début dans le quartier parisien de Montmartre. Un reportage de Claire Pin et Alban Poitvin. C'est un regard sur une période très précise de l'histoire de l'art, le début de l'art moderne. De 1892 à 1930, Montmartre est en pleine ébullition artistique. Point de rayonnement, le bateau Lavoir, un bâtiment grossier abritant des logements et une douzaine d'ateliers. Je pense qu'il y a eu la pauvreté qui les a réunis beaucoup. Et puis, bon, il y a le fait aussi qu'il y avait des lieux de réunion. Le bateau Lavoir a réuni des gens qui travaillaient dans tout Montmartre, si vous voulez, mais il y a aussi le rôle important des bistrots, des restaurants qui faisaient crédit, et c'était des lieux de rencontre. Le patron du Lapin Agile, pendant des années, avait une grande toile de Picasso dans la salle à manger de son restaurant. Maintenant, il est au MoMA à New York. Les premières années parisiennes de ces artistes sont influencées par Toulouse-Lautrec. Pour autant, il n'y a pas eu d'école montmartroise. Chaque artiste a donc entretenu son style. À Montmartre, Picasso et Braque se côtoient quotidiennement et esquissent ensemble le cubisme. Les peintures d'Iturino font écho à celles de son ami Matisse. Au total, une centaine d'œuvres, peintures, sculptures, dessins, gravures illustrent la jeunesse et les folles années de ces artistes, de nationalités diverses, amenés dès leur naissance ou plus tard à côtoyer la Méditerranée. À suivre Vaki Info. Excellent après-midi à tous.